En décembre 2014, le secrétaire général de la zone de défense, le préfet Kiel, a fait proposer au préfet de police de l'époque d'organiser un exercice sur le risque qui pour nous est le risque majeur, le risque inondation. Je dis pour nous parce qu'en termes de planification, et je regarde du côté de mes planificatrices ici, c'est vrai que c'est ça touche tellement de secteurs et ça touche tellement de désorganisation de toute l'échelle territoriale que pour le coup, ça reste en termes de planification l'exercice le plus complexe puisque c'est avec une inondation qu'on va véritablement faire jouer la coordination avec les 250 opérateurs privés et publics avec lesquels on travaille au jour le jour. Voilà. Donc décembre 2014, on a lancé cette idée à peu près à 150 opérateurs privés publics. 87 partenaires privés publics ont répondu oui. OK, on veut jouer avec vous sur un exercice qu'on a proposé sur une période de 15 jours qui s'est joué du 7 mars au 18 mars. Une période de 15 jours avec une semaine en particulier, sur la crue. Non, je t'en prie. Sur la montée des eaux et une semaine sur la décrue avec pendant le week-end un exercice beaucoup plus opérationnel puisque le but aussi de Sequana, et c'est aussi pour ça qu'il s'appelle EU Sequana 2016, cet exercice, c'est que nous avons fait jouer le mécanisme européen de protection civile dont M. Faye parlait en tout début d'intervention et qui est le mécanisme qui nous permet de faire appel à des pays européens via un COGIC version européen, un centre opérationnel de crise version européenne qui va lancer un appel à la totalité des pays européens sur leurs différentes compétences et sur les capacités opérationnelles qu'ils vont avoir de venir aider un pays qui le souhaite. Sur Sequana, 4 pays ont accepté de jouer avec nous, l'Italie, l'Espagne, la République tchèque et la Belgique sur des moyens pour le coup opérationnels qui donc ont été déployés les week-ends du 12 et 13 mars. On avait 3 buts avec cette communication. Alors la communication sur les inondations, à la préfecture de police, on n'a pas inventé on va dire tout en la matière. On s'est basé d'abord sur ce qui a été fait par nos prédécesseurs, et notamment lors du centenaire de la crue centenale en 2010. Et en 2013, on a édité une brochure qui a été déclinée par un certain nombre de préfectures en Île-de-France, une brochure sur le risque inondation, comment gérer le risque individuellement, avant, pendant, après. Avec la possibilité pour chaque préfecture, pour le coup, d'inclure sur une double page le risque au niveau du territoire, puisque le risque à Paris n'est pas le même que celui du Val-de-Marne ou encore celui des Hauts-de-Seine, qui sont particulièrement des départements normalement extrêmement touchés par une inondation type 1910. Donc on a sorti cette brochure et la même année, nous avons créé l'action de communication Plouf 75 avec l'idée, je l'avais dit tout à l'heure, de le décliner. Là, avec l'exercice Sequana, on avait encore une possibilité supplémentaire de renforcer l'information sur le risque inondation et l'information et la résilience du grand public sur ce risque-là. On a aussi ciblé la possibilité de montrer aussi au public que des capacités zonales, opérationnelles, voire nationales seraient vite dépassées, parce qu'on vient de le dire tout à l'heure, en termes de dommages, s'il y avait une crue centenale en Île-de-France, ça amènerait un certain nombre de dommages extrêmement importants, entre 30 et 60 milliards. Ça veut dire que d'un point de vue opérationnel, très rapidement, il faudrait faire appel à des moyens extra-zonaux, voire européens. Donc on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'était aussi de pouvoir montrer au grand public tous ces moyens pour aussi les amener à réfléchir sur effectivement si on a besoin d'autres pays. Ça veut dire que quelque part, c'est quand même des dommages importants qui se dérouleraient. Et enfin, on s'était dit aussi qu'on pouvait se servir de cet exercice pour renforcer la coordination zonale sur la communication. On en a parlé tout à l'heure, c'était le sens de votre question, madame, sur qui communique sur quoi. Très basiquement, la prévention dans notre travail au sein de la stratégie locale de gestion du risque inondation, la prévention est entre les mains du préfet de région Île-de-France, puisque en plus on a cette difficulté supplémentaire
que sur l'Île-de-France, les choses ne se font pas de la même manière que dans les autres régions, départements ou zones. Donc sur le territoire francilien, la prévention est à la main du préfet de région Île-de-France et notamment de la DRIE. La gestion de crise est dans les mains du préfet de police, qui est gestionnaire de crise, et le retour à la normale est de nouveau dans les mains du PRIF, du préfet de région et de la DRIE. Alors vous me direz, c'est effectivement un peu complexe, mais Dieu merci, nous travaillons ensemble, main dans la main, je le dis et je le répète en permanence, et ce n'est pas qu'une vision de l'esprit. Je ne suis pas sous LSD quand je dis ça, c'est que réellement, c'est un travail quotidien qui est fait avec la PRIF et la DRIE, et qui fait que, du coup, ils sont aussi partenaires de Plouf, qu'au quotidien, les planificatrices qui sont là travaillent aussi avec les services, les autres services de l'État et services du préfet de région. Bref, on essaie effectivement, et la dernière crue a été intéressante pour ça, c'est-à-dire que la vraie question de jusqu'à quand le PRIF garde la main, et à partir de quand le préfet de police la prend, et à partir de quand le préfet de région reprend la main, elle a été extrêmement intéressante sur la crue, puisque en fait les choses sur lesquelles on réfléchissait depuis des années ont pu être mises en place. Voilà. En essayant à chaque fois d'avoir dans l'idée de l'important, c'est pas qui fait quoi, enfin, l'État est là. Voilà, pour assurer la continuité, il faut de toute façon qu'il y ait toujours quelqu'un pour parler, pour dire les choses et pour communiquer auprès de la population. Donc j'espère qu'on a acquis un peu de visibilité lors de l'épisode qu'on vient de vivre au mois de juin. Je reviens sur le plan de Com-Sequana. Notre stratégie était une stratégie en 2 temps, avec 2 temps forts, une communication sur les risques d'inondation avant, et une communication sur la gestion de crise pendant l'exercice, et notamment pendant le week-end du 12 et 13 mars. D'abord, on a créé un groupe de travail, un gros groupe de travail, Master Communication, que nous avons lancé dès le mois de septembre pour réunir les 87 partenaires de la communication. 87 partenaires, chacun chargé de com pour les opérateurs publics et privés qui participaient à l'exercice. Un petit détail qui a son importance, notre budget était de 78 000 € sur le plan de com, autant vous dire quasiment rien. Donc nous étions partis dans l'idée, si nous avions un plan de com un peu ambitieux, avec, on va dire, une très faible probabilité à l'époque d'avoir un retour médiatique aussi fort que celui qu'on a eu, parce qu'on a eu énormément de chance, on y reviendra. On s'était dit que si on n'avait justement pas les médias avec nous, vu qu'on ramait, si je peux me permettre l'expression, depuis 3 ans pour les faire adhérer à des projets comme Plouf, pour les faire adhérer au projet Inondation, par exemple, l'intérêt aurait été peut-être de passer par les 87 partenaires pour justement faire relais de l'information. Notamment relais de l'information auprès de leurs salariés, puisque avec ces 87 partenaires, on a pu toucher plusieurs centaines de milliers de salariés sur toute l'Île-de-France, en proposant justement à chaque opérateur public et privé de relayer Sequana au sein de son entreprise, publique ou privée, de pouvoir relayer justement le jeu de cette entreprise et l'implication de l'entreprise dans Sequana, notamment par la plupart du temps la mise en place du plan de continuité d'activité et le jeu autour du plan de continuité d'activité qui a permis véritablement aux salariés de s'intéresser. Si mon entreprise joue Sequana, c'est que quelque part, elle a un intérêt à jouer Sequana, elle est donc impactée par une crue. Comment est-ce qu'elle va être impactée? Si elle est impactée, comment mon travail à moi va être impacté? Et puis d'abord, est-ce que je pourrais déjà aller au travail? Voilà. Donc c'était le sens de notre questionnement auprès des partenaires qui ont plutôt bien suivi sur ce point de vue-là. On a aussi créé ce groupe Master Communication pour coordonner bien sûr la communication zonale. Il n'était pas question qu'on tienne les uns et les autres des propos très différents sur la crue et sur le risque inondation. Donc pour ça, on a mis en place un guide d'éléments de langage qui a été échangé sur une plateforme collaborative. L'idée était aussi de planifier la communication de crise en cas de crue, et malheureusement c'est ce qu'on a le moins eu le temps de travailler parce qu'on a une petite équipe au niveau de la zone, et que je dois dire qu'on l'a bien regretté dans les mois qui ont suivi, mais en même temps travailler au sein de ce groupe Mastercom, ça nous a permis de lier aussi des contacts très privilégiés avec un certain nombre d'opérateurs, et pour le coup de moins galérer le jour J comme d'habitude, d'abord pour savoir qui contacter. Et j'ai envie de dire, on se connaissait, on avait déjà échangé sur la crise, y compris dans des réunions bilatérales, ce qui nous a permis quand même de ne pas être totalement sec. Encore
un jeu de mots de la préfecture de police, le jour de la crue. Voilà. On a également mis à disposition de tous nos partenaires, toujours via cette plateforme collaborative, un kit de communication à base d'affiches, de flyers et de tout un tas d'autres outils pour qu'ils puissent relayer l'information et qu'ils puissent s'en servir au sein de leurs entreprises. On avait dès le départ l'idée de faire une campagne d'affichage dans les stations de train et de métro. Alors je dois dire que la SNCF n'a pas été trop impliquée sur ce sujet-là, pour diverses raisons, plus impliquée au niveau du jeu, mais moins impliquée au niveau de la communication sur le risque inondation et de ce que fait la SNCF sur le risque inondation. C'est leur choix, je le respecte. Ils ont plein d'autres problématiques à traiter actuellement. Par contre, la RATP, qui était également un autre joueur, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que parmi tous les partenaires, on a eu quand même la chance de jouer avec tous les gros bolides de tout le territoire francilien en termes économiques, que ce soit des concessionnaires d'autoroutes, que ce soit effectivement dans le secteur des transports ou des grands réseaux d'électricité, d'eau, etc. Ce qui nous a permis, là encore, d'avoir une force de frappe assez importante. Donc le métro, par contre, la RATP a très vite dit qu'elle participerait de manière active et d'un point de vue interne, ce qui a permis aussi pour elle de faire avancer l'information de la totalité de ses salariés, mais aussi d'un point de vue externe, et on le verra notamment avec l'exposition avec la tenue d'une très belle exposition à la station Aubert. Je vous l'ai dit, une campagne de communication interne pour informer chaque employé sur le risque et le plan de continuité d'activité. Alors chaque entreprise a décliné, comme elle l'a voulu, cette information auprès de ses employés, soit sous forme bien sûr des réseaux intranet, des réseaux sociaux d'entreprise, de conférences, et pour certaines entreprises, on a décliné sur l'initiative de Radio France, qui était également joueur, et quand on a Radio France comme joueur, c'est également très intéressant d'un point de vue médiatique. C'est aussi pour ça, je pense que ça a bien marché. Radio France a proposé de décliner Plouf, mais pour l'entreprise. Donc, en reprenant quelques ateliers de Plouf, notamment un atelier qui a beaucoup de succès, qui s'appelle Je fais ma valise, ou un atelier qui a été créé spécifiquement par l'IFO-RME avec Radio France, qui s'est intitulé le PCA. Donc, Plouf dans mon entreprise avec le PCA. Que faire quand je suis un salarié dans mon entreprise et comment donc je vais pouvoir continuer à avoir mon activité professionnelle en cas de risque inondation. Ça a plutôt pas mal marché. Grâce au budget européen des 78 000 €, nous avons pu payer un magnifique film en 3D. Et ça, je pense que ça a été une des meilleures idées qu'on ait eues parce que, effectivement, à travers tout ce que disait Julien tout à l'heure sur les différents niveaux d'implication que vont avoir les spectateurs et les citoyens, qui ne doivent pas être que spectateurs, autant pour moi, le film 3D, ça constitue quand même un bon vecteur de communication pour montrer véritablement aux gens la manière dont ça pourrait se traduire de manière réaliste si on avait une crue type 1910. Donc ça a été un travail qu'on a réalisé avec l'Institut d'aménagement et d'urbanisme, l'IAU, avec qui on avait déjà travaillé pour Plouf pour créer un mini-film justement sur Plouf et sur l'inondation à Paris qui ciblait les plus grands sites au sein de Paris, et notamment le Louvre que vous voyez sur la diapo. Là, avec ce film sur Sequana, on a souhaité faire un focus sur le 94, très inondé, en cas de crue 1910, sur le 92 et la boucle de Gennevilliers, M. Pérez. Et ça a permis, pour le coup, en reprenant aussi pas mal d'informations données par le rapport au CDE sur la crue de la Seine et tout un tas d'études qu'a fait l'IAU, ça a permis aussi de montrer aux gens qu'on a une volumétrie sur le nombre des personnes impactées, le nombre des entreprises impactées et où elles sont impactées. Voilà. Donc ce film que vous pouvez encore voir sur Dailymotion a été visionné plus d'1 million de fois, a eu énormément de succès, a été aussi extrêmement relayé à travers les médias. Et ça a été aussi un beau vecteur de communication pour la population. Le site web, on a créé une mini-page. La préfecture de police a la chance d'avoir un département internet multimédia très actif. Donc, ils nous ont créé un site web
EU-Sequana 2016, auquel vous pouvez encore, que vous pouvez encore voir actuellement, qui est toujours ouvert. Le but était d'informer donc le public sur l'exercice, sur la crue en général, avec des interviews d'experts. Certains opérateurs ont accepté de prendre la parole 3 minutes pour donner leur vue sur la crue, l'inondation, la manière dont ils se préparaient, etc. On a pu relayer aussi une foire aux questions en ligne et on a essayé de faire que ce site soit la référence pour les médias, le grand public. Bon, dans les faits, c'est pas aussi simple que ça, parce que aller volontairement sur un site de la préfecture de police, à part vouloir faire changer son passeport ou sa carte grise, généralement, c'est pas forcément volontairement qu'on y va. Donc, il a fallu quand même faire pas mal d'efforts et là encore faire relayer le site par la totalité de nos partenaires. On a eu un peu plus de 80 000 vues sur le site, ce qui est... bon, on aurait pu, je pense, faire mieux de ce point de vue-là. Voilà. Ou peut-être même le rendre un peu plus sexy. C'est possible. Sur l'exercice lui-même, on a proposé au préfet de police de faire un point presse déjà le 25 février pour annoncer l'exercice et l'expliquer. Ce point presse a été extrêmement intéressant puisque parmi les quelques journalistes qu'on avait, pas beaucoup parce que c'était pendant les vacances de février bien évidemment, les journalistes sont aussi en vacances, on avait quand même une journaliste de Libé et qui a été suffisamment convaincante pour avoir une pleine page, la une, plus une double page, qui, la semaine d'après, nous a permis véritablement de créer le buzz et, pour le coup, d'amener y compris nos pouvoirs publics à l'échelon national à se dire, tiens, ça serait pas mal quand même de participer à Sequana. Voilà. Donc, on a eu la chance de lancer l'exercice un peu plus d'une semaine plus tard, au sein de Radio France. On avait, grâce à l'implication du risk manager de Radio France, M. Lenormand, on avait eu M. Gallet en scène, plus une jolie table ronde qui permettait de lancer l'exercice avec quelques journalistes. Au sein de Radio France, au dernier moment, le ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, a accepté de venir et de parler du risque inondation et de l'implication du ministère de l'Intérieur. Ça a permis, là encore, de créer un buzz pas possible qu'on a par la suite absolument plus maîtrisé. Puisqu'il faut le dire, on ne s'était pas attendu à avoir des chaînes d'information continues qui n'avaient non plus rien d'autre à se mettre sous la dent, soyons clairs, durant 15 jours. Un des terroristes belges ayant eu la bonne idée de se faire arrêter le soir de la fin de l'exercice. Donc pour le coup, on a eu 15 jours de pleine page et d'intérêt médiatique sur notre exercice, avec donc un relais extraordinaire, avec un relais tant au niveau national qu'au niveau local. Alors, les médias, c'était un vecteur cible pour nous, bien sûr. Les cibles de ce plan de com, c'était bien sûr les franciliens, c'était bien sûr les salariés, c'était bien sûr le grand public, les médias, très important, mais comme je vous l'avais dit, on n'avait pas trop de certitude sur l'intérêt des médias à ce moment-là. La pédagogie qu'on a essayé depuis 3 ans de faire passer à travers les médias, c'est l'incertitude. On en a parlé tout à l'heure. Cette question de l'incertitude chez les médias, c'est pas assez sexy. Là, pour le coup, ça l'est devenu pendant 15 jours, un peu plus sexy. C'est l'idée quand même qu'on essaie de faire passer depuis 3 ans, qui est, oui, on n'a aucune certitude sur la crue. D'abord, on ne sait pas si on aura une crue de 1910 ou pas. Là, ça s'est révélé exact le mois dernier. On ne sait pas, on ne connaît pas l'intégralité des impacts. On a de grosses incertitudes sur les remontées de nappes, par exemple. Voilà. Tout ça faisait partie du discours qu'on a essayé de faire passer. Deuxième discours, c'est comment ça va se passer en gestion de crise, comment ça va se passer avant, pendant, après. Là encore, ils ont pas mal relayé la parole. Et enfin, dernière chose qui a été bien relayée, c'était est-ce que vous êtes prêts ? Une question posée aux journalistes, vous-même êtes-vous prêts ? Qui les a amenés du coup à s'interroger. Et un questionnement qu'on essaie de poser depuis 3 ans au public que l'on voit sur un certain nombre de manifestations. Voilà. Donc c'était les 3 axes, j'ai envie de dire, les 3 axes pédagogiques de notre plan de communication. Ça a été relativement bien relayé. Également relayé, bien sûr, parmi la totalité de tous les organes de presse télévisuels, y compris jusqu'à des télévisions australiennes, hongkongaises ou encore américaines. C'est la gloire.
y compris même au Guignol, voire même un petit article dans le Canard enchaîné qui n'a pas dit grand-chose de négatif. Donc là, on s'est dit, entre les Guignols et le Canard enchaîné, même pas grand-chose de critique, c'est plutôt pas mal. On a eu, bien sûr, comme je vous l'ai dit, le fait que Radio France soit partenaire de l'exercice a quand même été un grand atout dans notre poche. Puisque Mathieu Gallet, le PDG de Radio France, avait demandé en comité éditorial de relayer à fond Sequana. Donc ça nous a bien aidé, très clairement. Après, c'est la liberté des médias de traiter, bien sûr, la liberté des journalistes de traiter comme ils l'ont voulu. Mais on est passé sur pas mal d'émissions de France Inter, voire même Charline Vanhoenacker qui a parlé du boudin rose de Radio France la veille de la journée de la femme en faisant beaucoup d'humour sur la question. Donc là encore, traité même d'un point de vue humoristique dans des émissions qui a priori ne se prêtent pas à traiter du risque inondation. Je trouve que là aussi on touche à la gloire quasiment. Relayé aussi dans des émissions un peu plus pédagogiques comme La tête au carré de Mathieu Vidard ou encore des émissions sur France Culture. Donc ça nous a permis aussi de toucher un très large panel, c'est-à-dire pas uniquement francilien, mais aussi bien évidemment au-delà. On avait également proposé sur la gestion de crise et sur le temps de la gestion de crise et des 15 jours, on avait proposé à nos partenaires de mettre en place des points d'information. Alors, on avait mis en place avec certains d'ailleurs d'entre vous qui y ont participé un groupe de travail sur la résilience pour essayer de mettre en place des forums urbains de résilience. C'est un travail qu'on a essayé de mettre en place avec le PTB Seine-Grand Lac, avec le CEPRI, avec l'aide également de Magali Regueza, qui est une des chercheuses qui travaille pas mal sur la crue de la Seine. Forum urbain de la résilience, on n'a rien inventé, ça a été créé par les Anglais dans un précédent exercice, mais on avait trouvé l'idée assez intéressante de pouvoir justement faire redescendre l'information jusqu'aux habitants, puisqu'on touchait de la même manière les salariés, on pouvait toucher aussi les habitants. Alors 12 villes sur les 63 communes qui ont joué l'exercice via les préfectures, 12 villes se sont mis volontaires dans ce groupe de travail sur la résilience. Je ne citerai pas toutes les villes de peur de froisser ceux que je ne citerai pas et que j'oublierai malencontreusement. Ça s'est traduit sur les 15 jours de l'exercice par un certain nombre de démarches au sein même de ces villes. Monsieur Pérez, pour la ville de Gennevilliers, pourra certainement en parler mieux que moi. Une information à la population, des projections de films, une information en fait pragmatique pour amener les habitants à s'intéresser au risque, tout simplement avec la question comment ma ville est impactée en cas de crue de la Seine et du coup qu'est-ce qui est prévu par ma ville en cas de crue de la Seine. Voilà. La ville de Paris, par exemple, a mis au point, grâce à Camille Lastenay, des magnifiques affiches sur les grilles de l'hôtel de ville, ce qui est quand même un vecteur de communication important. Des simulations, on avait dans l'idée de faire des ponts filtrés, d'enregistrer des messages dans les stations de métro. On n'a pas pu aller jusque-là, mais on trouvait que les simulations, ça pouvait être de storytelling. Dans l'idée du storytelling, des simulations, ça peut être un bon outil aussi, un bon outil de plan de communication. On n'a pas été suivi sur ça par les différents acteurs à qui on l'a proposé. Donc, dommage pour ça. Comme je vous l'ai dit, la RATP a relayé à la station Aubert avec une belle expo sur l'inondation. Donc ça, c'était aussi un bon vecteur d'information. Et puis, nos partenaires médias, France Télévisions et Radio France, ont créé des flash radio, faux flash radio, qui ont été communiqués notamment sur France Bleu. On parlait de communication de crise avec des partenaires. Donc France Bleu est notre partenaire en cas de crise. Donc pour le coup, ils ont joué le jeu à fond en faisant des faux flashs très intéressants. Les télévisions régionales aussi. On avait l'idée de faire du sponsoring aussi avec des spots publicitaires et des personnalités et des anonymes. Ça, on ne l'aura pas fait. Et puis on a communiqué aussi sur les 6 terrains d'action. Je vous ai dit le week-end du 12 et 13 mars, c'était des actions opérationnelles sur un certain nombre de sites sur toute l'Île-de-France avec un déploiement de grands moyens opérationnels français et européens. Là, on a pu amener aussi des médias. C'est vrai que M. Fay, vous disiez, à mettre un journaliste dans des hélicoptères de la sécurité civile. Bah oui, ça rapporte des images, ça c'est sûr. Est-ce que ça amène la population à se poser des questions? J'en sais rien, mais ça amène au moins le journaliste à s'intéresser à la question et donc à pouvoir véhiculer nos messages.
Donc ça a été fait le week-end du 12 et 13 mars avec pas mal de reportages photos, pas mal de reportages vidéo. Et puis on a créé un événement sur le site du Champ de Mars, là encore avec, en mettant une grande tente de 100 mètres carrés qui au final s'est révélée trop petite parce qu'on a eu à peu près 1000 personnes, en reprenant quelques ateliers de plouf avec quelques partenaires comme la ville de Paris ou comme l'IFO-RME qui ont accepté de venir nous donner un coup de main en montant leur atelier de plouf version grand public. On a eu plus de 1000 personnes ce jour-là, avec cette grande tente d'information, j'allais l'oublier, ce qui draine énormément sur Plouf et qui a drainé énormément de monde sur le Champ de Mars, ça a été la grande carte de l'IGN. L'IGN est un de nos partenaires et nous fait chaque année une grande carte de 5 mètres sur 5 sur laquelle les gens peuvent voir véritablement et se déplacer sur Paris inondé version 1910. Ça interroge aussi beaucoup, c'est un excellent vecteur aussi de communication, d'interrogation. Après, c'est aux animateurs de l'action, bien sûr, d'interroger les gens, de reprendre la balle, de les diriger vers les ateliers. C'est ce qu'on a fait durant ce week-end. On avait aussi exposé la totalité des moyens européens qui n'étaient plus sur les champs d'action opérationnels. On les avait rapatriés sur le Champ de Mars. Et je dois dire que ça avait plutôt de la gueule d'avoir des Espagnols, des Italiens, des méga-pompes belges, etc. C'était pas mal. Et puis, toujours France Bleu qui a fait carrément une émission en direct, 2 émissions en direct l'après-midi, le dimanche après-midi. Et ça aussi, ça nous a rapporté pas mal de monde. Voilà. Après Sequana, ça continue encore. Ça continue parce que on avait l'idée de faire un livre collaboratif qui sera publié à la Documentation française en octobre 2016. Donc un livre collaboratif avec des chercheurs et des partenaires de Sequana à chaque fois qui écrivent à 4 mains sur un thème spécifique de la gestion de crise ou de l'exercice Sequana. Voilà, donc ça sera publié en octobre sous une version livre ou sous une version dématérialisée. Et puis, on a eu le dessous des cartes, là pour le coup, par hasard, des étudiants avec lesquels on travaille se sont dit, allez au culot, on va voir Monsieur Victor pour lui demander s'il veut bien faire une émission sur du dessous des cartes sur Sequana. Il a dit oui, on a eu plusieurs contacts très chaleureux avec toute l'équipe. Ils ont fait 2 belles émissions qui devaient être diffusées en septembre et qui là ont été diffusées avec la crue de la Seine sur les 15 jours de la crue. Donc une émission qui, je ne suis pas certaine, était encore en replay jusqu'à cette semaine. Elle ne l'est peut-être pas encore. Je vous les conseille parce que d'un point de vue pédagogique, je pense que ça, pour le coup, ça peut contribuer sur le territoire à faire vraiment de la vraie pédagogie intelligente, simple à comprendre sur le risque inondation. Donc excellent outil, le dessous des cartes. Et puis on avait demandé à une maison de production qui avait fait quelques mois avant Sequana un docu-fiction sur la crue de la Seine de 1910. On leur avait demandé s'ils étaient intéressés pour faire pour le coup un docu-fiction sur Sequana. Ils ont accepté. Et donc ça c'est un documentaire qui sera vraisemblablement disponible d'ici la fin de l'année, vraisemblablement sur France 3 Île-de-France. Mais peut-être aussi sur France 5, sur l'exercice et également sur la manière dont les gens vont être impactés en cas de crue de la Seine. Et puis j'ai envie de dire que le meilleur vecteur de com est venu après, puisque cet épisode de la crue de juin, que nous avons vécu en juin, qui a été un petit épisode, hein, je le rappelle, puisque en fait on a joué une hauteur d'eau qui était simplement le 2e jour de l'exercice Sequana, donc pas grand-chose, mais qui a touché différemment que sur Sequana, puisque sur Sequana on était parti sur une crue type 1910 de janvier, et que là on a eu une autre crue différente qui a impacté différemment le territoire et à un autre moment que celui de 1910. Pour le coup, Sequana, le plan de com Sequana nous a permis aussi d'avoir fait un peu de pédagogie, d'avoir des journalistes qui n'ont pas dit trop de bêtises, certains experts, pseudo-experts, érigés au rang d'experts par les télés d'infos continues en ont dit quelques-unes, de grosses bêtises, mais globalement quand même, j'ai envie de dire qu'à 80-90%, il n'y a pas de grosses bêtises qui ont été racontées, et je pense que toute la pédagogie qu'on avait fait pendant 6 mois a bien, je crois, servi. En tout cas, là encore,
Pour la population, je dois dire que le phénomène, l'expérience, c'est ce qu'on disait avec Julien, le fait même que les gens aient pu vivre ce qu'on leur avait prédit 3 mois avant, leur disant ça peut arriver, la seule difficulté c'est qu'on ne sait pas quand, là ils ont pu peut-être se rendre compte un peu plus que effectivement ce n'était pas qu'un délire de technocrate, mais peut-être quelque chose qui peut effectivement se réaliser. Donc ça a été, je pense, le meilleur moyen pour nous de crédibiliser encore notre parole qui datait du mois de mars. Voilà, je vous remercie pour votre attention.